bonjour à tous les deux. Merci d'être présents pour cette interview dans le cadre du meeting annuel du programme Folure, ici à Sao Paulo. D'abord, j'aimerais vous demander de vous présenter et de nous expliquer votre fonction, s'il vous plaît. Bonjour, je me nomme Nguessan Kofi Rodrigue. Je suis directeur général du développement rural au sein du ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du développement rural de la République de Côte d'Ivoire. Bonjour, je suis Mme Kone Alimata. Je suis la secrétaire permanente de la Commission nationale du Fonds pour l'environnement mondial. Je suis le point focal opérationnel du Fonds pour l'environnement mondial en Côte d'Ivoire. Et je suis également l'administrateur suppléant des 8 pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest au Conseil du Fonds pour l'environnement mondial. Merci beaucoup. Alors, votre projet il s'inscrit dans un contexte national qui représente un certain nombre de défis, mais aussi beaucoup d'opportunités. La Côte d'Ivoire, c'est le premier producteur mondial et exportateur de cacao. Et ça vient avec, bien sûr, beaucoup d'opportunités, mais aussi des défis pour la déforestation, pour les enjeux de restauration des écosystèmes. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous donner quelques éléments sur comment le projet Folure s'intègre dans vos politiques nationales, dans la logique des enjeux nationaux que je viens de mentionner? L'alignement du projet Scolure avec les politiques nationales s'explique par le fait que le gouvernement de Côte d'Ivoire, compte tenu de l'importance de la filière cacao pour notre pays, a adopté une stratégie nationale. Donc l'alignement du projet Scolure avec les politiques nationales de la Côte d'Ivoire s'explique par le fait que le gouvernement a adopté une stratégie nationale de cacao durable. Et cette stratégie nationale porte 3 grands axes. Le premier porte sur la durabilité économique pour adresser les questions de productivité, de revenus des petits producteurs, de transformation du cacao. Le second axe porte sur la durabilité environnementale à travers la réhabilitation et la restauration des forêts. Le troisième axe majeur est l'axe économique et s'attaque à la question du travail des enfants. Lorsqu'on prend le projet Scolure, il a 4 principaux objectifs. Le premier vise à la mise en place de chaînes alimentaires durables. Le second vise à éradiquer le phénomène de la déforestation dans la cacaoculture. Le troisième objectif porte sur les aspects, je dirais, sociaux, tels que l'amélioration du revenu du petit producteur. Donc lorsqu'on prend les objectifs du projet Scolure et la politique gouvernementale, on voit bien que le projet Scolure s'aligne parfaitement dans les objectifs gouvernementaux. Merci beaucoup. Donc j'aimerais aussi vous poser donc, la question de comment le projet Folure est articulé et quels sont les grands éléments du projet Folure pour répondre à ces enjeux. Si vous pouviez nous expliquer un peu le contour du projet Folure, je vous en remercie. Okay. À mon niveau, en tant que financier travaillant pour le Fonds pour l'environnement mondial, il s'agit du programme de sécurité alimentaire. Et dans ce programme de sécurité alimentaire, il y a plusieurs commodités qui sont prises en compte. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, le Fonds pour l'environnement mondial a mis l'accent sur la cacaoculture. Et le programme même global s'appelle le programme Folure. Et le FEM a mis en place un programme spécial qui s'appelle le programme Scolure de la cacaoculture qui regroupe le Ghana et la Côte d'Ivoire, qui sont les premiers producteurs et deuxièmes producteurs au niveau mondial. Et il faut dire que l'accent est mis sur les priorités des États avant que le FEM finance
ces types de programmes. Et la priorité de la Côte d'Ivoire, nous sommes un pays agricole et la cacaoculture est un élément très important dans l'économie de la Côte d'Ivoire. Et cela fait partie de notre programme national de développement. Et comme mon collègue vient de le dire, il y a 3 axes. Il y a la cacaoculture en tant qu'élément économique. Il y a aussi la cacaoculture qui va entraîner des chaînes de valeur. Et il y a aussi que le fait d'être financé par le FEM va permettre de préserver l'environnement à travers la restauration des sols, mais aussi améliorer les conditions de vie des populations qui sont bénéficiaires de ces ressources-là. D'après vous, les défis principaux en termes de renforcement des capacités, peut-être de financement additionnel, de moyens pour atteindre les objectifs Folure, du programme Folure, du projet Scolure en Côte d'Ivoire, quels sont les défis, les manques qui persistent encore malgré la mise en place de ce programme? Le projet Scolure est un projet important parce que, comme nous l'avons dit, il adresse des questions majeures pour la Côte d'Ivoire, mais il faut reconnaître aussi que le besoin est énorme. Je vous donne quelques chiffres. Le projet Scolure va permettre de toucher environ 25 000 hectares. Mais nos besoins aujourd'hui dans la filière cacao, c'est environ 3,2 millions d'hectares que l'État veut transformer en système agroforestier où il y aura des activités visant à développer une agriculture durable. En termes de région, le projet Scolure touche 4 régions. Or, les régions cacaoyères sont près d'une vingtaine. Donc, on voit bien qu'il y aura effectivement un besoin de financement pour pouvoir adresser toutes ces questions. Il y a aussi, je dirais, d'autres pans de la politique gouvernementale pour lesquels nous aurons besoin d'appui. Il s'agit de la mise en place de la politique foncière nationale qui vise à sécuriser les terres. Il y a également la question de la souveraineté alimentaire où le pays veut produire suffisamment pour pouvoir nourrir sa population et réduire sa dépendance de l'extérieur. Il y a aussi la question du travail des enfants pour lequel nous recherchons encore du financement. Donc nous sommes vraiment ouverts à toute proposition. Merci. Et justement, pour revenir sur cette question des besoins de financement, quelles sont d'après vous les opportunités d'aller mobiliser davantage de ressources et d'aller peut-être faire levier sur le secteur privé ou peut-être d'autres sources domestiques et internationales? Il faut dire que ce programme est financé par le Fonds pour l'environnement mondial. Et le Fonds pour l'environnement mondial finance et, comme on le dit, il y a une situation de ratio. Donc, lorsque le FEM vous offre $1, vous devez chercher au moins $1 en cofinancement. Aujourd'hui, le ratio est monté pour 1 pour 8 selon la taille des projets. Et dans le cadre de la Côte d'Ivoire de ce programme, la Côte d'Ivoire a reçu une dotation du FEM qu'on appelle les ressources TAR, Système transparent d'allocation des ressources. Ce sont des dotations que le FEM offre à chaque pays individuellement. Et dans ce cadre-là, au cours du 7e cycle du FEM, il faut dire que le FEM fonctionne par cycle de 4 ans. Donc c'est au cours du 7e cycle du FEM que la Côte d'Ivoire a pu bénéficier de ce projet pour un montant du FEM de $6 millions. Mais comme c'est un programme international, il y a eu beaucoup de cofinancement. Et le programme
Le montant total varie à 68 millions plus de dollars. Et comme je l'ai dit, s'agissant des cycles, nous sommes aujourd'hui au 8e FEM, le 8e cycle du FEM. Tous les pays ont reçu également des dotations. S'agissant d'un programme global, les pays peuvent toujours revenir, se positionner pour dire qu'ils veulent bénéficier des ressources encore pour la sécurité alimentaire, pour la même commodité. Et les pays peuvent utiliser ainsi les dotations de ressources stars pour complémenter les premières ressources qu'elles avaient déjà affectées. Aussi, le secteur privé peut jouer un rôle. Le FEM met l'accent sur l'intervention du secteur privé dans ses financements. Et nous pouvons même aller au niveau national. Il y a des pays qui ont des fonds nationaux, comme la Côte d'Ivoire. Les pays peuvent aussi, à travers les fonds nationaux, qui sont alimentés par les taxes et les dépenses provenant de l'État, venir en complément pour financer ce type de grands programmes. Comme mon collègue l'a dit, sur une vingtaine de zones, il n'y a que 4 qui bénéficient. Donc, c'est dire que les ressources qui sont là ne sont pas encore suffisantes. Il faut encore plus de recherche, de financement pour combler ces gaps. Merci beaucoup. Alors, il y a effectivement d'autres enjeux qui interviennent dans le cadre du projet Scolure, et notamment pour la question du suivi-évaluation, qui est souvent une question qui revient. Comment est-ce qu'on assure le monitoring, notamment pour la lutte contre la déforestation ou pour la restauration des écosystèmes? J'aimerais savoir comment est-ce que vous intégrez cette question dans le projet Scolure et peut-être plus largement en Côte d'Ivoire. Quelles sont vos approches et aussi peut-être vos attentes venant du projet Folure pour vous appuyer sur cette question du suivi qui vous permet de mieux contrôler, de mieux suivre les impacts positifs de vos projets? En matière de suivi et évaluation de ce projet, au cours de la formulation, nous avons fait l'effort de réunir toutes les parties prenantes sur la question des ressources naturelles et des productions agricoles. Donc, dans ce projet, vous avez le ministère en charge de l'environnement, vous avez également le ministère en charge des eaux et forêts, le ministère en charge de l'agriculture et bien entendu les agences d'exécution telles que la FAO, le PNUD et bien d'autres acteurs qui évoluent sur le terrain. Donc tous ces acteurs ont une bonne connaissance du territoire ivoirien. En plus de ces acteurs, j'ai parlé tantôt de la stratégie nationale de cacao durable. Et dans le cadre de cette stratégie, il y a un système national de traçabilité qui est en cours d'opérationnalisation. Dans le cadre de ce système, toutes les parcelles cacaoyères ont été géolocalisées, c'est-à-dire qu'on connaît les polygones de ces parcelles. Les planteurs et leurs familles ont été identifiés. Donc, lorsqu'on va passer à la phase opérationnelle, il s'agira de remonter les informations sur les bénéficiaires pour que le projet et les structures gouvernementales puissent, dans une coordination, assurer un bon suivi de ce projet pour que les objectifs puissent être atteints. Merci. Et peut-être une question sur les enjeux de l'intégration des femmes, les aspects genre dans ce projet Scolure. C'est un gros défi pour les projets en général du programme Folure. Et j'aimerais savoir comment est-ce que vous abordez cette question et comment vous assurez la promotion du rôle des femmes dans le projet Scolure. Bien. Je réponds en tant que représentant du FEM.
Dans le cadre du financement du FEM, tous les projets doivent prendre en compte le genre. Le FEM a une politique du genre, donc tout projet du FEM doit prendre en compte l'intégration des femmes. Et je vais enchaîner aussi dans le cadre du suivi, parce que c'est très important, suivi et évaluation dans le cadre du FEM. En tant que point focal, pour que tout projet du FEM commence, il faut constituer un comité de pilotage. Et c'est du comité de pilotage que mon collègue parlait avec les membres de tous les ministères qui sont concernés par le sujet. Et ce comité de pilotage, avec l'agence d'exécution du FEM, dans ces cadres présents, c'est la FAO, et le point focal opérationnel qui représente le FEM doivent faire partie de ce comité. Et tout projet a une durée de vie. Le projet est suivi par nous jusqu'à la fin de la vie. Et ce que le FEM recherche, ce n'est pas le profit. Le FEM recherche le bénéfice environnemental global. Donc, c'est l'effectivité de la réalisation, de l'exécution du projet. Le projet doit être effectivement réalisé pour qu'on puisse mesurer la raison pour laquelle le projet a été mis en place. Est-ce qu'il y avait beaucoup de carbone? Est-ce que le projet a permis de décarboniser? Est-ce qu'il y avait beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre? Est-ce que le projet a permis de réduire ces émissions de gaz à effet de serre? C'est de cela qu'il s'agit. Et donc, à la fin du projet, le projet doit être pérennisé. Il ne faut pas s'arrêter là. C'est là qu'on voit la notion de durabilité du projet. Les habitudes qui ont été acquises doivent continuer. Voilà. Voilà. J'aimerais peut-être compléter cette question du genre. Il est vrai que dans la cacaoculture en Côte d'Ivoire, les hommes sont majoritaires, mais il faut noter que dans le cadre de ce projet, le volet sécurité alimentaire porte sur le développement des cultures vivrières. Et en Côte d'Ivoire, les cultures vivrières sont pratiquées à 80, voire 85% par les femmes. Et donc, dans le cadre des réhabilitations qui seront faites dans ce projet, lorsque les cacaoyères sont jeunes, les femmes peuvent pratiquer des cultures vivrières. Donc, pour dire que les femmes sont également partie prenante de ce projet. Merci. Et maintenant, une question pour tous les deux sur l'avenir. Comment est-ce que vous voyez l'avenir au-delà du projet Folure? Quels sont, d'après vous, les déterminants et les conditions pour qu'un changement pérenne soit établi au-delà du projet Scolure? De perspective, d'abord dans le cadre de ce projet, nous souhaitons vraiment une appropriation par les bénéficiaires. Et nous souhaitons vraiment tirer aussi des leçons pertinentes pour d'autres projets. Nous avons également des projets qui sont déjà en cours de mise en œuvre dans le cadre de la politique gouvernementale. Je veux par exemple citer des projets liés à la RED+. Nous avons aussi des projets en partenariat avec quelques acteurs du privé dans le cadre de l'initiative Cacao Forêt. Nous avons aussi un projet majeur qui est porté par le Conseil du café cacao, qui est l'organe de régulation de la filière cacao, qui porte sur la plantation de 60 millions d'arbres dans les cacaoyères. Et donc ce projet, lorsque on fait un peu le ratio, il couvre environ le tiers des superficies cacaoyères. Donc en termes de perspective, ce sera, comme je l'avais souligné, déjà opérationnaliser le système national de traçabilité, mais également rendre d'application obligatoire. Il y a une norme au niveau de la Côte d'Ivoire et du Ghana
qui porte sur la cacaoyère, la cacaoculture durable, qui sera également en vigueur. Et c'est surtout aussi, comme nous l'avons signé, le besoin en financement pour pouvoir porter à l'échelle toutes les leçons qui auront été tirées de ces projets-là. Bien. Étant le bailleur de fonds, je pense que l'accent doit être mis sur la durabilité et étant dans un contexte d'un programme global, il faut mettre l'accent surtout, en plus des actions qui sont prises au niveau des États, sur les échanges de connaissances. Parce que nous sommes venus, il y a plusieurs pays, plusieurs types de commodités, plusieurs méthodes de gestion. Et le FEM met aussi accorde une importance particulière sur la gestion des connaissances. Et cela pourra aider pour l'avenir de ce type de programme. Merci. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Un autre message à partager que vous souhaiteriez nous dire maintenant, si vous le souhaitez? Oui, notre mot de la fin, c'est d'abord de remercier le FEM ainsi que tous les partenaires pour l'avènement de ce projet. Et nous aimerions souligner que nous avons mis près de 3 années au cours de laquelle l'État de Côte d'Ivoire a réuni tous les acteurs de la filière cacao en Côte d'Ivoire pour pouvoir échanger et aboutir à une stratégie nationale sur le cacao durable. Donc, avec le concours de ces acteurs, nous avons vraiment identifié toutes les zones d'action qui peuvent constituer un levier pour la durabilité de la cacaoculture en Côte d'Ivoire. Notre souhait, c'est que tous les acteurs s'inscrivent effectivement dans la mise en œuvre de cette stratégie parce qu'elle rendra vraiment cohérente et visible l'action tant du privé que du public. Merci. Bien. En dépit des actions prises par l'État, il faut dire que le président de la République accorde une importance particulière à la transformation de ces produits agricoles et nous souhaiterons que l'accent soit mis sur ce domaine-là, transformer le cacao de Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire. Il y a déjà un pas qui est fait. On voit des produits made in Côte d'Ivoire. Et pour terminer, il faudrait qu'on remercie la Banque mondiale, qui est l'agence lead de ce programme, qui a bien voulu nous associer à cette première rencontre mondiale. Et nous voudrions également remercier le gouvernement brésilien qui a accepté d'abriter cette réunion dans son beau pays et dans la belle ville de Sao Paulo. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci.